Ce qui vous conduit à répondre à nos questions aujourd'hui, ce sont les tristes affaires de praticiens menacés de ruine du fait des trous de garantie dans leur couverture d'assurance. Vous êtes spécialiste de l'analyse des risques gynéco-obstétriciens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez? La première chose qu'il faut préciser, que c'est une analyse collégiale. Plusieurs experts analysent les expertises. Parmi ces experts, il y a des experts juridiques, mais il y a aussi des experts de gynéristes qui n'ont pas cette expérience-là du judiciaire. Alors, il y a avant tout des gynéco-obstétriciens, et suivant le problème médical posé, il peut y avoir nécessité à prendre l'avis de pédiatre ou d'anesthésiste réanimateur. La méthodologie est à la fois simple et à la fois reconnue. Elle est grosso modo en deux étapes. Une première étape qui est l'analyse des faits, sans chercher à interpréter quoi que ce soit. Et une deuxième étape qui est effectivement dans l'analyse et l'interprétation de ce qui a été fait, la recherche de la vérité médicale, de ce qui s'est passé, ce que le monde judiciaire appelle les données acquises de la science au moment des faits. On a besoin d'un référentiel. Et ce référentiel, depuis 30 à 40 ans, est maintenant en grande partie fourni par ce qu'on appelle les recommandations professionnelles élaborées par les sociétés savantes des différentes spécialités et qui sont une véritable courroie de transmission entre la recherche clinique et la pratique. Concrètement, qui vous saisit? Les adhérents. Les adhérents demandent un avis de cette commission, avis qui leur sera remis et dont ils feront ce qu'ils souhaitent en faire. Le compte-rendu émis par le collège de gynéristes est un compte-rendu anonymisé. Dans bon nombre de dossiers, largement la majorité, l'avis collégial de gynéristes s'écartait, était différent de l'avis du ou des experts qui avaient fait l'expertise. Le premier élément de différence, il y a des experts qui font des expertises sans référentiel. Il y a des expertises où le référentiel qui est utilisé n'est pas celui des recommandations professionnelles et donc c'est un référentiel considéré comme marginal sur le plan scientifique. Vous avez, troisième circonstance, des cas où le référentiel utilisé est bien celui des recommandations, mais il est mal utilisé. Et enfin, la dernière circonstance, on a remarqué que dans certaines expertises, finalement, le médecin était mis en cause faute de mieux, entre guillemets, c'est-à-dire par défaut de preuves. Comme on n'avait pas d'autres explications, eh ben, on mettait en cause l'acte médical. Des esprits critiques pourraient vous dire que vous êtes peut-être en conflit d'intérêts en étant saisi par le médecin lui-même. La collégialité, quand même, est un facteur de garantie de l'objectivité maximale du gynéristes dans ce domaine. Ce que vous dites est une réalité, une critique qui est souvent faite, mais gynéristes n'est pas là pour défendre coûte que coûte les médecins. Gynéristes est là pour défendre la vérité médicale. Est-ce que ce qui s'est passé correspond à ce qui aurait dû se passer? Cette démarche a un intérêt bien sûr pour les médecins qui sont mis en cause, surtout s'ils le sont à tort, mais un intérêt aussi pour les patients, parce que souvent on sait que les patients, les victimes vont jusqu'à la judiciarisation pour savoir la vérité et pour pas que ça se reproduise. C'est un argument qui est souvent mis en avant. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que les experts judiciaires commettent tant d'erreurs? On peut se poser la question de la formation des experts. Le facteur essentiel me semble être la solitude de l'expert. La solitude de l'expert peut l'amener à se faire une idée en fonction de son expérience personnelle, en fonction de son intime conviction, et peut rester sur cette idée s'il n'a pas d'éléments contradictoires qui lui sont opposés. Et c'est donc tout l'intérêt de la collégialité, en particulier dans les dossiers difficiles, et qui rejoint finalement l'exercice actuel de la médecine. Il est sur des dossiers complexes, inenvisageables actuellement, ou exceptionnels et délétères, qu'un médecin prenne une décision. Et c'est l'intérêt des réunions pluridisciplinaires qui sont imposées dans certains domaines, en particulier par exemple en cancérologie, et qui permettent d'avoir l'attitude la plus correcte possible. La gestion des risques, en fait, ça n'est pas tellement de chercher le mauvais médecin, parce qu'il y en a bien sûr, mais ils sont quand même assez rares et en général vite repérés, mais qui est de chercher les circonstances dans lesquelles un bon médecin peut mal faire. Et dans un avenir très proche, c'est sur ça que les organismes agréés doivent travailler, c'est-à-dire dépister ces circonstances dans lesquelles un bon médecin peut mal faire et
le prévenir et l'inciter à faire ce qu'il faut pour ne pas déraper. Si on doit faire une recommandation à nos adhérents, c'est de bâtir un dossier médical comme s'il devait avoir une expertise du dossier. Ce qui a pour intérêt de se préparer au mieux en cas d'expertise, de faciliter le travail de l'expert, qui n'est pas facile, on le voit nous-mêmes en voyant ces dossiers. Si on doit aller chercher un peu partout les éléments, ça prend du temps, ça fatigue, etc. Et puis, au-delà de ça, mieux on organise son dossier et mieux on soigne les gens. Et à ce niveau-là, incontestablement, le dossier informatique apporte quelque chose d'absolument essentiel et ça, on le voit tous les jours en gestion de risque.